Dans la propriété du comte de Rochefort, quelque chose d'inhabituel se préparait en ce mois de juillet 1840. Les esclaves travaillant dans les champs de coton avaient remarqué l'agitation qui régnait au manoir principal. Des ouvriers construisaient une structure étrange derrière les écuries, loin des regards indiscrets. Personne ne savait exactement ce qui se tramait, mais les rumeurs circulaient rapidement entre les cases. Quam, un homme d'une trentaine d'années aux épaules larges, fut le premier à être convoqué par le contremaître. On lui ordonna de se présenter devant le comte avec 9 autres esclaves soigneusement sélectionnés. Dans le bureau sombre du manoir, les 10 hommes se tenaient alignés, leur regard méfiant scrutant ce maître qu'ils connaissaient pour sa cruauté et ses caprices imprévisibles. Le comte de Rochefort était un homme dans la cinquantaine, au visage marqué par les excès et le temps. Sa femme, la comtesse Éléonore, avait 20 ans de moins que lui. Elle était connue dans toute la région pour sa beauté saisissante et son regard qui semblait porter en lui une tristesse infinie. Le comte l'avait épousée 3 ans auparavant, mais leur mariage était devenu un enfer domestique dont tout le domaine était témoin. « Messieurs, » commença le comte avec un sourire cruel, « j'ai décidé d'organiser un divertissement particulier. Un tournoi où vous vous affronterez dans diverses épreuves. Le vainqueur recevra un privilège sans précédent, passer une nuit entière avec mon épouse. » Le silence qui suivit cette déclaration était pesant. Les 10 esclaves se regardèrent, incrédules. Kofi, le plus jeune d'entre eux, sentit son estomac se nouer. Amadou, un homme âgé qui avait survécu à tant d'horreurs depuis son arrivage d'Afrique, baissa la tête. Ils comprenaient tous que ce n'était pas un honneur qu'on leur offrait, mais une humiliation savamment orchestrée. La comtesse Éléonore se tenait dans le corridor adjacent, dissimulée derrière une tenture. Elle avait tout entendu. Ses mains tremblaient de rage et d'impuissance. Son mari avait trouvé une nouvelle façon de la briser, de la réduire à un simple objet dans ses jeux pervers. Depuis leur mariage, le comte n'avait cessé de la punir pour un crime qu'elle n'avait jamais commis, ne pas l'aimer. Elle avait été mariée contre son gré, arrachée à sa famille ruinée qui voyait en cette union la seule façon de sauver leur nom. Le comte avait promis fortune et respectabilité, mais il n'avait offert que mépris et violence. Chaque nuit était une épreuve, chaque jour une prison dorée, et maintenant, il voulait la transformer en récompense pour ses esclaves, sachant pertinemment que cette humiliation la détruirait socialement si jamais l'histoire venait à se savoir. Mais le comte avait sous-estimé sa femme. Éléonore n'était pas la jeune fille fragile qu'il avait épousée. 3 années de cruauté l'avaient transformée. Elle avait appris à observer, à comprendre les mécanismes du pouvoir, à reconnaître la valeur des âmes brisées qui l'entouraient. Les esclaves du domaine n'étaient pas simplement des victimes à ses yeux, mais des êtres humains piégés dans le même enfer qu'elle, quoiqu'infiniment plus terrible. Quam était menuisier avant d'être capturé et vendu. Ses mains portaient les cicatrices des chaînes et du travail forcé, mais aussi la mémoire d'un art qu'il avait presque oublié. Il regardait le comte avec une haine froide, calculée. Il savait que ce tournoi n'était qu'un prétexte pour se divertir de leur souffrance. Kofi, à 20 ans, était le plus jeune. Né en esclavage, il n'avait connu que cette existence. Mais sa mère lui avait transmis des histoires de leur terre ancestrale, des récits de dignité et de liberté qu'il gardait précieusement dans son sœur. Il était rapide, agile, et possédait une intelligence vive que le travail abrutissant n'avait pas éteinte. Amadou avait 60 ans, mais son corps portait les marques de 100 années de labeur. Il avait traversé l'océan dans les cales d'un navire négrier, survécu à 3 maîtres différents, vu mourir ses enfants et sa femme. Il ne croyait plus en rien, sauf peut-être en la survie. Sa participation au tournoi n'était qu'une obligation de plus. Yao était un combattant. Avant sa capture, il appartenait à une tribu de guerriers. Le comte l'avait acheté spécifiquement pour sa stature imposante, pensant qu'un tel homme ferait un bon exemple de domination. Mais Yao n'avait jamais baissé les yeux devant son maître, même sous les coups de fouet. Sa fierté était intacte, dangereusement intacte. Les autres s'appelaient Sékou, Mamadou, Boubacar, Issa, Abdoulaye et Oumar. Chacun portait son histoire de violence, d'arrachement, de destruction. Chacun savait que ce tournoi n'était qu'une nouvelle façon de les déshumaniser, mais ils savaient aussi qu'ils n'avaient pas le choix. Refuser signifiait la mort, ou pire encore, la torture publique pour servir d'exemple.
Le lendemain, à l'aube, le tournoi commença. Le comte avait invité quelques propriétaires voisins, des hommes de sa trempe qui voyaient dans ce spectacle un divertissement exquis. Ils s'installèrent sous une tente, des verres de cognac à la main, prêts à parier sur leurs favoris. La première épreuve était un combat à main nue. Pas de règles, pas de limites, juste deux hommes dans un cercle tracé dans la terre. Le premier affrontement opposa Quam à Sekou. Ils se regardèrent longuement avant que le comte ne donne le signal. Ni l'un ni l'autre ne voulait frapper, mais les regards menaçants des contremaîtres armés de fouets ne leur laissaient aucune alternative. Le combat fut brutal et rapide. Quam, plus fort, projeta Sekou au sol en quelques secondes, mais au lieu de le frapper davantage, il l'aida à se relever, un geste qui provoqua les rires moqueurs des spectateurs. Le comte fronça les sourcils. Ce n'était pas le spectacle de violence qu'il espérait. Les combats suivants se déroulèrent de la même manière. Les esclaves se battaient, mais sans la hargne que le comte attendait. Même Yao, le guerrier, semblait retenir ses coups. C'était comme si une entente silencieuse s'était créée entre eux, une résistance passive qui frustra profondément leur bourreau. À la fin de la journée, 5 hommes avaient été éliminés. Sekou, Mamadou, Issa, Abdoulaye et Oumar. Ils retournèrent au champ, le corps meurtri mais l'esprit étrangement apaisé. Ils avaient refusé de devenir les monstres que le comte voulait qu'ils soient. Cette nuit-là, Éléonore descendit discrètement au quartier des esclaves. C'était risqué, terriblement risqué, mais elle n'avait plus rien à perdre. Elle trouva les 5 finalistes réunis dans l'une des cases, parlant à voix basse. Quand elle entra, le silence tomba immédiatement. « Je sais ce que mon mari vous fait subir », dit-elle sans préambule. « Je sais que cette mascarade n'est qu'une nouvelle cruauté dans vos vies déjà insupportables. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas complice de cette ignominie. » Quam la regarda avec méfiance. « Pourquoi êtes-vous ici, madame? Vous risquez gros. »« Parce que je suis prisonnière dans cette maison autant que vous l'êtes sur ce domaine. Mon mari cherche à me détruire à travers vous. Mais j'ai un plan. » Elle s'approcha, sa voix devenant un murmure. « Quel que soit celui qui gagne ce tournoi, je veux que vous sachiez que cette nuit ne sera pas ce que mon mari imagine. Ce sera une chance, peut-être la seule, de changer nos destins. » Les 5 hommes se regardèrent. Amadou fut le premier à parler, sa voix rauque portant le poids des années. « Madame, nous ne sommes que des esclaves. Quel destin pouvons-nous espérer changer? » « Le mien, le vôtre, celui de toutes les âmes brisées dans cette propriété, » répondit Éléonore. « J'ai accès aux papiers de mon mari, à ses coffres, à ses secrets. Je connais les horreurs qu'il a commises, les lois qu'il a enfreintes. J'ai des preuves qui pourraient le ruiner. Mais seul, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'aide. » Le lendemain, l'atmosphère avait changé. Les 5 finalistes portaient dans leur regard quelque chose de nouveau, l'espoir. La deuxième épreuve consistait en un test d'endurance. Ils devaient emporter des sacs de 50 livres sur un parcours d'obstacles sous le soleil brûlant de juillet. Le dernier à s'effondrer serait éliminé. Boubacar, un homme dans la quarantaine dont le corps avait été affaibli par des années de malnutrition et de travail épuisant, savait qu'il ne tiendrait pas. Dès le départ, il traîna derrière les autres, mais Kofi, le jeune homme rapide, ralentit volontairement son allure pour rester près de lui, l'encourageant à chaque pas. Le comte observait la scène avec irritation croissante. Ces esclaves ne se comportaient pas comme prévu. Au lieu de se battre les uns contre les autres, ils semblaient se soutenir mutuellement. Lorsque Boubacar finit par s'effondrer après 2 heures d'effort, Kofi l'aida à se relever malgré les ordres contraires des contremaîtres. « Ça suffit », hurla le comte. « Vous semblez oublier ce qui est en jeu ici. Peut-être devrais-je vous rappeler les conséquences de votre insolence. » Mais Yao se tourna vers lui, ses yeux brûlants d'une rage contenue. « Nous n'oublions rien, maître. Nous faisons exactement ce que vous nous avez demandé. Nous participons à votre tournoi. Vous n'avez jamais dit que nous devions nous haïr pour cela. » Le silence qui suivit était électrique. Personne n'avait jamais osé parler ainsi au comte. Les invités retenaient leur souffle, attendant l'explosion de violence qui ne manquerait pas de suivre. Mais le comte, conscient de son audience, se força à sourire. Insolent mais courageux. C'est exactement le genre d'homme que je veux voir gagner. Cette nuit-là,
Éléonore convoqua à nouveau les 4 finalistes restants dans les écuries. Elle apporta avec elle une cassette contenant des documents. Mon mari n'est pas seulement un propriétaire d'esclaves cruels. Il est impliqué dans des activités qui vont bien au-delà. Il a participé à l'importation illégale d'esclaves après l'interdiction de la traite en 1808. Il a falsifié des registres, corrompu des officiers, fait disparaître des témoins gênants. Elle étala les papiers devant eux. Quam, qui savait lire, parcourut les documents avec incrédulité. Ces preuves pourraient le faire pendre. Exactement. Mais je ne peux pas les utiliser seul. Si je tente quoi que ce soit, il me fera enfermer dans un asile. J'ai besoin de témoins crédibles, de gens qui ont souffert de ces crimes et qui peuvent parler. J'ai besoin que ces documents arrivent entre les mains du gouverneur. Amadou secoua la tête. Madame, nous sommes des esclaves. Personne n'écoutera notre témoignage. La loi ne nous reconnaît même pas comme des personnes. C'est vrai en théorie. Mais le mouvement abolitionniste gagne du terrain. Il y a des avocats, des hommes d'église, des politiciens qui cherchent des cas comme celui-ci pour faire avancer leur cause. Si nous réussissons à faire éclater ce scandale, cela pourrait créer un précédent. Kofi demanda doucement. Et pour nous, que deviendrons-nous quand tout cela éclatera? Éléonore prit une profonde inspiration. J'ai aussi trouvé de l'argent, beaucoup d'argent que mon mari a détourné, assez pour acheter la liberté de plusieurs d'entre vous et vous aider à fuir vers le nord. Les autres, ceux qui veulent rester pour témoigner, je m'assurerai qu'ils reçoivent une protection. Ah. La 3e épreuve devait être intellectuelle, une idée de dernière minute du comte qui voulait humilier ses esclaves en leur montrant leur prétendue infériorité. Il leur posa des énigmes, des questions de calcul, des problèmes de logique. À sa grande surprise, Kofi résolut chaque problème avec une rapidité déconcertante. Quam, qui avait été instruit par un maître précédent, récita des passages de textes classiques. Le comte était furieux. Comment ces hommes qu'il considérait comme des animaux pouvaient-ils démontrer une telle intelligence? Cela remettait en question toute la fondation de son système de croyance, toute la justification qu'il utilisait pour ses cruautés. Il voulut changer les règles, éliminer les 2 qui avaient trop bien réussi, mais ses invités protestèrent. Le jeu devait être équitable, sinon où était le sport? Finalement, ce fut Amadou qui fut éliminé, non par manque d'intelligence, mais par manque d'éducation. Il accepta son élimination avec dignité, sachant qu'il avait son rôle à jouer dans le plan plus vaste qui se dessinait. Il ne restait plus que 3 hommes, Quam, Kofi et Yao. Le plan prenait forme dans l'ombre. Éléonore avait contacté discrètement un pasteur abolitionniste de la ville voisine, un homme nommé Révérend Thompson, qui avait des connexions avec des avocats du Nord. Elle lui avait fait parvenir quelques-uns des documents les plus compromettants. La réponse était arrivée rapidement. Il était prêt à agir, mais il avait besoin de témoignages directs et d'un moment opportun pour faire éclater le scandale. Les esclaves du domaine commençaient à comprendre que quelque chose se préparait. Les conversations s'intensifiaient dans les cases, des regards s'échangeaient. Certains étaient sceptiques, d'autres effrayés par les représailles potentielles, mais beaucoup commençaient à croire qu'un changement était possible. Le comte, dans sa suffisance, ne remarquait rien. Il était trop occupé à savourer son triomphe imminent, l'humiliation finale qu'il infligerait à sa femme. Il avait même invité des journalistes locaux pour la finale du tournoi, voulant immortaliser son expérience sociale, comme il l'appelait. Le jour de la finale arriva, une foule s'était rassemblée, attirée par les rumeurs de ce tournoi inhabituel. Le comte avait organisé un véritable spectacle avec des tribunes, des bannières, de la musique. C'était obscène dans sa décadence, une célébration de la cruauté déguisée en divertissement. L'épreuve finale était simple. Un combat à main nue entre les 3 finalistes. Le dernier debout gagnerait le prix. Quam, Kofi et Yao entrèrent dans le cercle, leur corps portant les marques des épreuves précédentes. La foule hurlait, pariait, réclamait du sang. Le comte donna le signal. Pendant un long moment, personne ne bougea. Les 3 hommes se regardaient, une compréhension silencieuse passant entre eux, puis Yao fit un pas en avant. « Je me retire », dit-il calmement. Le comte bondit de son siège. « Quoi? Tu ne peux pas te retirer. Vous avez dit que le dernier debout gagnerait. Je me couche de mon plein gré. » Et il s'allongea sur le sol,
les bras croisés sur la poitrine. La foule était stupéfaite. Kofi regarda Kwam, puis il sourit. Moi aussi, je me retire. Il s'assit tranquillement à côté de Yao. Kwam était maintenant seul debout dans le cercle. Techniquement, il avait gagné, mais il savait que ce n'était pas une victoire, c'était un sacrifice de ses frères. Il regarda vers la tribune où la comtesse était assise, et il vit dans ses yeux qu'elle comprenait. Elle hocha imperceptiblement la tête. Ce soir-là, Kwam fut conduit aux appartements de la comtesse. Des gardes étaient postés à l'extérieur, le comte voulant s'assurer que sa humiliation soit complète. Mais ce qui se passa dans cette chambre cette nuit, là n'avait rien à voir avec ce que le comte imaginait. Éléonore et Kwam travaillèrent toute la nuit, organisant les documents, préparant les témoignages, planifiant chaque détail de leur coup. À l'aube, tout était prêt. Les papiers les plus compromettants étaient cachés dans les vêtements de Kwam, prêts à être livrés au révérend Thompson, mais le destin avait d'autres plans. Le comte, rongé par la jalousie et l'alcool, fit irruption dans la chambre avant l'aube, un pistolet à la main. Il voulait surprendre sa femme et son esclave, les prendre en flagrant délit. Ce qu'il trouva fut bien pire, les documents étalés sur le lit, les preuves de ses crimes exposés. « Traîtresse !» hurla-t-il, pointant son arme sur Éléonore. « Tu cherches à me détruire !» Kwam se plaça instinctivement entre le comte et la comtesse. « Ces documents ne sont que la vérité, maître, la vérité sur ce que vous êtes vraiment. » Le comte tira. Le coup de feu résonna dans toute la propriété. Kwam s'effondra, touché à l'épaule. Le bruit alerta les esclaves dans leur quartier, les gardes à l'extérieur. Tout le domaine fut soudain en mouvement. Ce qui suivit ne fut pas planifié, mais c'était inévitable. Les esclaves, entendant le coup de feu et voyant leur maître courir du manoir avec un pistolet fumant, comprirent que le moment était venu. Yao fut le premier à bouger, désarmant un garde surpris. Kofi et les autres suivirent. Ce n'était pas une révolte violente comme on en avait vu dans d'autres plantations. C'était organisé, presque calme. Les esclaves prirent simplement le contrôle de la propriété, enfermant les contremaîtres dans les mêmes bâtiments où ils avaient été enfermés. Ils bloquèrent les routes, empêchant le comte de fuir. Éléonore, portant Kwam blessé avec l'aide d'Amadou, descendit vers les quartiers des esclaves. Elle fit sonner la cloche, celle qui habituellement annonçait le début du travail. Mais cette fois, c'était pour une toute autre raison. Le révérend Thompson est en route avec le shérif et les autorités fédérales, annonça-t-elle à la foule rassemblée. J'ai envoyé les preuves des crimes de mon mari hier soir. Il sera jugé pour traite illégale, meurtre, corruption et bien d'autres crimes. Vous êtes témoin de ces actes. Votre voix sera entendue. Le comte, acculé dans son propre manoir, tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. Il menaça, promit, supplia, mais personne ne l'écoutait plus. Son pouvoir s'était évaporé en une nuit. Le procès du comte de Rochefort fut l'un des plus médiatisés de l'année 1840. Les témoignages des esclaves, combinés aux documents présentés par la comtesse, construisirent un dossier accablant. Le comte fut reconnu coupable et pendu 6 mois plus tard. Éléonore utilisa l'argent détourné par son mari pour acheter la liberté de tous les esclaves du domaine. Certains partirent vers le nord, cherchant à reconstruire leur vie. D'autres restèrent, transformant la plantation en une coopérative agricole, l'une des premières du genre. Kwam survécut à sa blessure. Il devint l'un des témoins clés du mouvement abolitionniste, racontant son histoire dans tout le pays. Kofi apprit à lire et à écrire, devenant instituteur dans une école pour enfants noirs. Yao retourna vers le sud, aidant d'autres esclaves à fuir vers la liberté. Le tournoi secret organisé par le comte pour humilier sa femme et ses esclaves était devenu, contre toute attente, le catalyseur de leur libération. L'histoire se répandit rapidement, inspirant d'autres esclaves, effrayant d'autres propriétaires. Ce qui devait être un spectacle de cruauté devint un symbole de résistance. Des années plus tard, quand les gens parlaient du tournoi secret, ce n'était pas la perversité du comte qu'ils se rappelaient, mais le courage de ceux qui avaient refusé de devenir ce que leur oppresseur voulait qu'ils soient. Ils se souvenaient de 3 hommes debout dans un cercle, choisissant la solidarité plutôt que la victoire individuelle. Ils se souvenaient d'une femme qui avait transformé sa prison en forteresse de résistance,
L'héritage de cette nuit ne fut pas la honte que le comte avait planifiée, mais l'espoir qu'elle avait semé. Dans les années qui suivirent, alors que le débat sur l'esclavage divisait le pays et menait inexorablement vers la guerre, l'histoire du tournoi secret était racontée dans les cercles abolitionnistes comme preuve que le changement était possible, que la dignité humaine ne pouvait être détruite, peu importe la cruauté de l'oppression. La propriété Rochefort existe encore aujourd'hui, transformée en musée. Sur le site où le tournoi avait eu lieu, une plaque commémore les noms de Kwame, Kofi, Yao, Amadou, Boubacar, Sékou, Mamadou, Issa, Abdoulaye et Oumar. 10 hommes qui avaient refusé de se battre les uns contre les autres, qui avaient choisi la fraternité face à la cruauté et qui, par ce choix, avaient changé le cours de leur destin et inspiré des générations futures. Leur histoire nous rappelle que même dans les circonstances les plus sombres, l'humanité peut prévaloir, que la solidarité est plus forte que l'oppression, que la dignité ne peut être achetée, vendue ou détruite. Elle peut seulement être abandonnée volontairement. Et ces 10 hommes, cette nuit de juillet 1840, ont refusé d'abandonner la leur.